bonjour, aujourd'hui nous recevons Moed Altrad. Bonjour. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Voilà, je voudrais vous remercier donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour notre interview du mardi depuis 8 ans. Voilà, nous vous avions reçu donc en janvier 2020, il y a 5 ans, juste avant les municipales. Alors, je vais vous présenter brièvement, tout le monde vous connaît bien à Montpellier, mais bon, comme les choses ont changé depuis 5 ans, voilà, il y a des chiffres surtout qui ont changé. Oui, absolument. Donc vous êtes né dans le désert en Syrie, vous avez une vie très riche, chef d'entreprise, écrivain sportif, mécène politique. Quelques chiffres, donc vous avez dépassé 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous avez commencé dans les échafaudages qui aujourd'hui font 5% de votre business. À peu près. Et vous êtes dans les centrales nucléaires, l'industrie navale, le process pharmaceutique et alimentaire, les éoliennes. Voilà, l'énergie renouvelable. Et les plateformes pétrolières. Ouais. Autre chose? Non, c'est ça. C'est ça. Vous êtes la 21e fortune française. Vous êtes un peu la success story des 20 dernières années. Je dirais à Montpellier, bien sûr, mais en France, voire ailleurs, vu ce qu'on va dire plus tard. Donc vous êtes le premier contributeur dans le rugby mondial. Vous investissez 50 millions d'euros par an. Oui, c'est le budget qu'on accorde à l'équipe de France, à Montpellier, mais c'est aussi au All Black. Et All Black, oui. Et un club qu'on a en Australie qui s'appelle la Western Force. D'accord. C'est l'équivalent d'une compétition de top 14. Donc vous avez mis déjà 130 millions d'euros dans le rugby à Montpellier. Donc vous êtes écrivain, vous avez écrit un bouquin qui s'est vendu en France, mais surtout aux États-Unis, à 1 million d'exemplaires. Badawi. Vous avez reçu le prix de meilleur entrepreneur du monde remis par Obama. C'est pas remis par Obama. Obama était supporter de l'œuvre qui m'a reçu suite à ce titre mondial. Je l'ai rencontré à Nairobi parce que chaque année, pendant ces 2 mandats, chaque année, il organise un sommet mondial de l'entrepreneuriat. C'était une fois au Maroc, l'autre fois dans d'autres pays, et la dernière fois c'était à Nairobi, le pays là où est né son père. Alors, on vous colle souvent une étiquette libérale de droite, alors que vous dites être un homme de gauche. Écoutez, moi je pense en politique, en ce qui me concerne, je ne suis pas un homme politique comme ça, peut-être que vous rencontrez ou que vous invitez. Je suis ni de gauche ni de droite. Je suis de Montpellier. Et vous êtes macroniste alors? Je ne suis absolument pas macroniste, comme je viens de le dire, si vous écoutez ce que je viens de dire. Donc je suis pour le bien de Montpellier. D'accord. Si jamais je décide d'être candidat à la prochaine élection, je travaillerai exclusivement pour Montpellier, régler les différents sujets qui touchent difficilement, voilà, qui impactent considérablement plutôt la ville de Montpellier et ses citoyens. Alors, est-ce qu'il y a un pan de l'activité humaine que vous aimeriez découvrir? Parce que vous faites tellement de choses, oui. Vous réussissez partout. Voilà, une vie très riche, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, les choses que j'évoque, notamment à travers le roman, le dernier roman, Le désert en partage, là, qui est sorti, j'espère que vous l'ayez lu. Non, je ne l'ai pas lu. Donc ça, c'est un carton jaune ou rouge, je ne sais pas, on décidera. La commission de discipline elle se prononcera. Donc on est obligé de faire appel à un tas de choses, si vous voulez. Ce n'est pas un récit personnel sur moi-même, même si l'auteur, toujours, on trouve une part de lui-même dans ses personnages, parce que vous savez que dans le cinéma, vous avez un acteur qui joue un rôle. Dans le roman, justement, un acteur qui est l'auteur, il joue tous les rôles. Et donc c'est plus difficile, vous comprenez. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à la philosophie, à la sociologie, et un tas de domaines, si vous voulez, à l'histoire de l'humanité. Et c'est là où on trouve des ressources, si vous voulez.
Alors le roman, c'est quelque chose d'assez complexe à construire parce que, d'ailleurs, comme votre métier, lorsque vous interviewez quelqu'un, il faudra, si vous voulez, capter à travers vos questions et les réponses de votre invité l'attention de votre lecteur. Et c'est comme ça qu'un journal est réussi, c'est comme ça une conférence ou une interview télévisée est construite et réussie ou pas d'ailleurs. Donc je fais appel à tous ces paramètres. Donc je connais l'histoire de France, je connais l'histoire, la culture d'une centaine de pays, là où j'ai des filiales de mon groupe, 500 filiales dans le monde, dans tous les continents. Donc ma richesse culturelle, si vous voulez, elle est dictée par mon business. Et j'en profite justement pour fréquenter tous les jours, je dis bien tous les jours, toutes sortes de nationalités, des gens qui travaillent chez Altrad, il y en a 70 000, peut-être bientôt, ça sera plus, peut-être un peu plus l'année d'après. Alors, je reviens à ma question, est-ce qu'il y a un pan de l'activité humaine que vous aimeriez découvrir? Enfin, voilà, comme vous écrivez, vous êtes dans le sport, le sponsoring, la politique, le business. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez découvrir? Je vais vous donner une scoop, oui, je m'intéresse beaucoup au cinéma, pas en tant qu'acteur, mais justement, il y a 2 films qui sont en train d'être réalisés, notamment les scénarios. Un long métrage sur Badawi. D'accord. Les droits d'auteur ont été achetés à Actes Sud. Le producteur a acheté, a payé. Donc le scénario est fait. D'accord. Je dois le valider d'ailleurs après-demain, ce scénario, parce que l'auteur a le droit d'apporter des éclairages, bien que c'est un métier à part, et d'être scénariste. Donc ça va être validé et après on passe dans les étapes d'après, le casting des personnages qui vont jouer dans ce film. L'autre film, c'est plutôt un film d'auteur. Est-ce que vous savez ce que c'est un film d'auteur? Oui. Ben dites-moi ce que c'est, parce que ça peut m'enrichir. Moi, j'ai découvert ça récemment. Un film d'auteur, c'est un film un peu psychologique, quoi. C'est un film un peu... C'est dans la tradition du cinéma français. C'est à peu près ça, mais j'ajoute, si vous voulez, par rapport à ce que vous dites, c'est que c'est pas un film long métrage ou court métrage, c'est plutôt un film qu'on appelle d'auteur, c'est-à-dire c'est un reportage un peu critique, si vous voulez, sur la vie. Et d'ailleurs, ce film d'auteur, il sera vendu à des chaînes comme Arte, etc. Pour en revenir au premier film là, dont vous m'avez parlé, là, Badawi, les droits d'auteur, c'est des Français qui vont faire un film ou c'est des Américains? C'est des studios américains? C'est une productrice norvégienne qui a acheté. Ah, norvégienne, d'accord. Elle s'appelle Christine Larsen, qui a été séduite par ce film, ainsi que les scénaristes. Et le scénario, c'est quelque chose de vraiment émouvant. Si ah oui, non, mais c'est vraiment une histoire qui peut faire un film fantastique, quoi. Ouais. Votre histoire. Oui. Vous savez, en plus, elle a choisi des scénaristes qui ont eu des prix au Festival de Cannes, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi, elle a vraiment investi beaucoup. Bon, donc avant de passer aux questions, la une du 1130 de la Glorieuse. Voilà, donc le gros sujet, c'est la ville à hauteur d'enfant, du blabla. Voilà, on a fait une enquête dans 15 quartiers sur l'un des points phares du programme du maire en 2020, qui était la ville à hauteur d'enfant. Et bon, voilà, le constat, il est pas terrible. Alors ensuite, on revient sur un shadow cabinet, donc c'est pareil, on a fait une autre enquête sur le cabinet du maire, donc qui fait couler beaucoup d'encre depuis qu'il est là, et via les fiches LinkedIn de ses collaborateurs et via des documents que nous ont fournis, en fait, c'est pas 17 personnes qui travaillent au cabinet, c'est beaucoup plus, et on vous en amène les preuves. Voilà, ensuite on revient sur Saint-Bresse et la libre parole aux oppositions qu'on fait dans tous les villages de la métropole, parce que bon, on aime bien que les oppositions s'expriment, c'est un peu démocrate. Voilà, voici venu le temps du pluralisme à Saint-Bresse. Un article aussi sur le Grand Orient qui s'appelle « Frères, il y a un traître parmi nous ».
Et voilà, et aussi un papier sur Frontignan, rentre-t-il dans le giron de la métropole? Voilà, la ville de Frontignan a acheté des parts dans la société La Serme. Voilà, et on se pose des questions. Voilà, donc Monsieur Altrad, on va parler de 4 sujets, donc l'actualité, le business, la politique et le rugby. On commence. Donc, comment vous avez pris le qualificatif de plutocrate que vous a affabulé le socialiste Christian Assaf? Oui, bah, vous savez, je le pris avec dérision. Il faut dire, M. Assaf, si vous le rencontrez, si vous l'invitez, qu'on ne joue pas dans la même division. D'accord. Donc il a ses qualités, j'ai les miennes. Donc quelqu'un qui qualifie quelqu'un d'autre qui a tout réussi, c'est difficile pour lui. Parce que quelle est la vie de M. Assaf? Il a été toujours dans ce système socialiste. Moi je le vois, je le pratique de temps en temps, mais de loin. Qu'est-ce que je constate? Il déteste le rugby. Il ne comprend pas grand-chose au rugby. Il ne comprend pas grand-chose à grand-chose. Donc qu'est-ce que c'est M. Assaf? Il vient, il fait le tour des loges, il se nourrit, et il boit. Et le match, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il vous donne des leçons aussi? Il me donne des leçons. Il me compare à Trump, mais je ne suis pas Trump. Je suis moi-même, vous comprenez? Ce qui est important chez les hommes qui réussissent, c'est qu'ils sont eux-mêmes. Ils ne sont pas quelqu'un d'autre. Donc moi, je suis moi. J'écris, je fais de la philosophie, du social, du sociétal, de la littérature, de l'économie, et n'importe. Et quelle économie? J'ai produit un groupe mondial à Montpellier, partant d'une bourse du gouvernement syrien à l'époque, c'est très loin, dans les années 70, 200 francs dans la poche, non pas 200 euros. Et là, vous avez un groupe mondial qui est leader dans tous ces secteurs, qui a des ratios qui dépassent tout ce qui est imaginable. Aucun groupe n'a réalisé ce genre de ratio. À savoir, vous avez une croissance à 2 chiffres sur 40 ans, moyenne. C'est un groupe qui n'a jamais perdu d'argent. Et c'est un groupe qui a eu toujours ce ratio de progression. Ça vous a touché cette insulte? Non, vous savez, je me place ailleurs par rapport à M. Assaf. Je n'ai pas trop répondu, je n'ai pas envie de le répondre. Il se satisfait de sa condition de vivre aux frais du contribuable, notamment vous, je suppose, si vous habitez à Montpellier, je suppose que c'est le cas. Donc non, il faudra à un certain moment qu'il pense qu'il doit travailler et se nourrir et nourrir sa famille. Voilà, alors dans l'actualité cette semaine, il y a eu le voyage du maire au Maroc. Oui. Alors vous êtes ami de beaucoup de pays, dont l'Algérie aussi, avec qui vous travaillez, je suppose, un peu. On a une filiale en Algérie, voilà. même deux. Qu'est-ce que vous pensez de ce voyage du maire au Maroc, à Darla, oui. Dans les tensions qu'il y a aujourd'hui entre l'Algérie, le Sahara occidental? Mais vous savez, si j'étais à sa place, que je ne suis pas, c'est pour ça potentiellement je vais être candidat, mais ce n'est pas encore complètement décidé. Je regarde, lorsque je me déplace aux frais des contribuables, quel est l'intérêt pour mon pays? Dites-moi quel est l'intérêt. Est-ce que vous le savez vous-même? Parce qu'il a dit qui partait investir au Sahara occidental, donc avec des personnes qui travaillaient à CM. Mais investir en quoi? Avec quel argent? Les perspectives. Oui, mais il a dit qu'il allait leur ramener de l'argent. Mais d'où vient cet argent? Ben, l'argent du contribuable. Mais il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc lorsqu'il a pris la ville, les finances de la ville, il a trouvé plusieurs centaines de millions d'euros disponibles dans les caisses. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses. L'endettement a augmenté de la ville à un niveau très important. Je crois que de l'ordre de 10 fois la capacité de la ville. La métropole, c'est exactement la même chose. Mais d'où vient l'argent? Aujourd'hui, on est pas très loin de seuil où le contrôle de la ville pourrait lui être retiré. Oui. Donc,
On va revenir là sur la politique locale. Là, on parle plutôt donc, comme j'ai dit, là, de l'actualité. Alors sur l'évolution de la Syrie, en pleine reconstruction, vous allez donner un coup de main? Vous savez, j'ai été sollicité pour écrire un article sur le sujet syrien, je crois qu'une semaine, 10 jours après le départ de Assad et la fuite de Assad. Et je dis, si vous voulez, on ne sait pas ce que le nouveau pouvoir va faire pour le pays, parce qu'on ne le sait pas, et on ne le sait toujours pas d'ailleurs. Je dis, ça ne peut pas être pire, ou en tout cas j'espère qu'il ne soit pas pire que ce qui a existé. Donc pour quelqu'un comme moi, on espère quelque chose pour le pays qui a été détruit, anéanti. C'est un des pays les plus pauvres sur Terre, donc les gens sont en détresse. D'ailleurs, dans mon roman, les scènes, une bonne partie des scènes de ce roman, ça se déroule à Alep. Et qu'est-ce que vous voyez? Si vous lisez mon roman, et j'espère que vous allez lire, eh bien, vous voyez de la poussière, vous voyez des murs détruits, vous voyez une ville anéantie, vous sentez la mort, le sang, ça se sent. Vous voyez, ça c'est très important. Même actuellement? Même actuellement, sous des formes différentes, peut-être à une intensité moindre, parce qu'ils ont tué tout ce qu'ils pouvaient tuer. Donc je dis, c'est ça, ce que je pense, ma réponse à votre question. Après, c'est pas pour autant que la Syrie, aujourd'hui on dit la Syrie, mais il y a plusieurs Syries dans la Syrie. Vous avez la partie de l'Est et du Nord, côté kurde, vous avez la partie turque, et à l'intérieur du pays, vous avez l'État islamique qui n'est pas mort, on ne l'appelle plus État, et vous avez beaucoup d'autres factions. Donc là, le système actuel ne contrôle pas complètement la ville. Ce qu'on espère, si vous voulez, que tout ça chemine vers une reconstruction de la ville, un investissement. Mais l'investissement, les investisseurs internationaux, ça peut être qu'internationaux, parce que localement il n'y a pas, eh bien, ils aiment la stabilité politique. Sinon, ils n'investissent pas, parce qu'ils détestent le doute. Un financier, un grand financier, il ne mettra pas un sou tant qu'il n'a pas une forme de garantie. Et là, aujourd'hui, il y a un peu de stabilité? Je ne sais pas, franchement, vous savez, la Syrie, je l'ai quittée un an après. Je suis retourné un an après que j'étais parti, en 1970, vous voyez. Et depuis, je suis à Montpellier, c'est-à-dire il y a un siècle, et je ne suis plus retourné. Mais via vos filiales, vos entreprises... Je n'ai pas de filiale en Syrie. Non, mais à côté... je pense, si vous voulez, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Voilà. Il n'y a pas une famille, où il n'y a pas eu un vol, un viol, ou des gens qui sont morts. Alors, aujourd'hui, là, le commerce mondial est un peu chamboulé, là. Vous avez une partie de votre activité aux États-Unis. Est-ce que vous êtes impacté par les accords commerciaux de Donald Trump? Bon, vous avez une activité industrielle essentiellement, donc c'est pas de la grande consommation. Mais qu'est-ce que ça donne pour vous? Ça fait rien pour nous. Ça fait rien. Je vous explique, parce qu'on a des sociétés, si vous voulez, américaines, qui produisent en Amérique. Donc, il n'est pas touché par ça. On n'importe pratiquement rien. Par contre, si vous voulez, on peut être impacté. C'est M. Trump qui a une idée par seconde. Il décide que l'actionnaire est français, c'est-à-dire moi-même, et il va nous taxer en tant qu'actionnaire, mais il ne l'a pas fait. D'accord. Donc pour l'instant, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'accélération de votre business là, depuis les 20 dernières années, depuis Florensac et les échafaudages à Florensac? Alors là, ça a été la comète de Halley, quoi. Vous avez explosé. Absolument, et ça continue. C'est une histoire, si vous voulez, qui est normalement censée durer pour l'éternité. Je ne serai pas là, tous les deux, on ne sera pas là. Mais l'idée, c'est que le système se régénère. Le législateur, dans la loi, a considéré qu'il y a la notion de personne physique et de personne morale. La personne physique, bon, ça disparaît fatalement. Et c'est la seule certitude qu'on a dans la vie. La personne morale, il n'y a aucune raison
que ça s'arrête. Oui, bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas là, si je ne suis pas là, il y aura nos enfants, d'autres générations que prendront leur vie. Donc il faut préparer ce terrain-là, vous comprenez, pour que ce système continue. Et je ne vois pas de raison pour que ça ne se produise pas. Sauf, comme vous le savez, ça nécessite de préparation. Ça nécessite l'apport d'une culture dans ce sens-là. Par exemple, qui s'appelle la notion d'éternité, que l'homme n'a jamais réussi à définir très exactement. Il y en a un qui s'est hasardé à définir l'éternité. Il a dit c'est un truc qui n'a ni début, ni fin, ni on sait ce que c'est. Donc on est avancé avec une telle définition. Donc pour revenir à Altrad, si vous voulez, donc il y avait ce saut dans l'inconnu, parce qu'avant ça j'étais informaticien. Et j'étais en vacances dans le village de ma femme, qui s'appelle Florensac. Et un jour, il y a un voisin qui vient m'expliquer, il y a une boîte d'échafaudage, est-ce que tu veux la reprendre? Et je lui explique, je lui demande ce que c'est l'échafaudage. Il me dit, ça, tu sais, c'est le truc, les tubes qu'on emboîte, qu'on déboîte, etc. Je suis allé et ça m'a beaucoup plu, cette entreprise. Pourquoi? Parce que le produit est banal, très facile à fabriquer. D'ailleurs, on ne fabrique pas le tube, on l'achète, on le coupe à la bonne longueur et au bon diamètre. Après, on fait des trous. Et après, on soude. Et après, on galvanise et on envoie chez le client qui vous paye dans la foulée. Et il y avait beaucoup de marge brute. Vous savez qu'on appelle la marge brute, c'est-à-dire ce que ça vaut le prix de vente, votre prix, et ce que ça vous coûte, c'est-à-dire les salaires, plus la matière première et les divers coûts tels que l'électricité. Donc ça m'a plu. J'ai pas acheté l'entreprise parce que j'avais pas d'argent. Oui. Donc j'avais un peu d'économie relative à mes premières années en tant que salarié. Et j'avais quelque chose comme 200 000 francs à l'époque, ou un peu plus, vous voyez. Et je voulais acheter, non pas la boîte, parce que lorsque vous achetez une entreprise, vous achetez l'actif et le passif. J'étais au tribunal de commerce de Béziers, je ne peux pas acheter l'entreprise parce qu'il y a des dettes que je ne peux pas payer. Donc j'achète des actifs. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Meufran Entreprise à l'époque, l'ancêtre du groupe Altrad. Par la suite, ça a été changé en Altrad. Et ça fonctionnait. Mais pour répondre, continuer dans vos questionnements, de dire, mais comment on part de ça et on fait un géant mondial? Ben on part parce que, en plus, j'avais aucune formation économique, ni financière, ni rien. Il y avait le bon sens. Et je pense que le bon sens à Montpellier manque aujourd'hui, et c'est pas qu'aujourd'hui. Donc, le bon sens, c'est de dire, eh bien, je vais me diversifier en termes de produits, ajouter des produits aux produits, mais dans le même business, vous comprenez, mais du point de vue géographique. C'est comme ça. Lorsque vous allez à un chantier ou un maçon à qui vous vendez un échafaudage, vous trouvez quoi? Une brouette, une bétonnière, un serre-joint, un serre-coffrage. Et ça, on sait le faire. Donc on l'a fait petit à petit. Ce que vous dites, c'est pas fait du jour au lendemain. Après, enfin, ma question ouais. C'était expliquez-nous votre accélération de business. Mais c'est ce que je suis en train de... depuis le début. Pas depuis le début, mais les 20 dernières années. Oui, les 20 ou la totalité, c'est la même logique. C'est pour ça, c'est diversifier les produits. D'accord. C'est-à-dire votre offre est beaucoup plus large, si vous voulez. Au lieu d'un produit, vous en avez 10. D'accord. Ça signifie quoi? Lorsque vous allez envoyer votre commercial, il ne va pas proposer une échelle d'échafaudage, mais il va proposer une bétonnière. Donc, vous rentabilisez la visite du commerce. Après, de point de vue géographique, c'est pour ça, dès la seconde année, j'ai créé une filiale en Italie, l'année d'après en Espagne, et petit à petit, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez les 500 filiales du groupe Altrad sur tous les continents. Vous avez 500 filiales? Oui. D'accord. Et, mais uniquement dans la partie échafaudage et bétonnière et non. Alors ça, c'est la partie, si vous voulez. Aujourd'hui, cette partie-là, qu'on appelle historique, si vous voulez, elle passe 1 milliard sur 6. D'accord. D'accord. Les 5 autres milliards,
c'est l'industrie que vous avez mentionnée D'accord. au début de votre interview, c'est-à-dire une partie non négligeable dans le nucléaire. Par exemple, on est le premier intervenant chez EDF pour faire marcher, réparer les 48 centrales nucléaires en France. Il y en aura 2 ou 3 dans les prochaines années. On est en Angleterre, on est partout dans le monde dans ce business-là. Donc ça pèse beaucoup, 2 milliards d'euros. Dans la réparation des centrales. Et la construction. Et la construction. Voilà la centrale nucléaire de Flamanville, où on a participé dans sa construction. Donc, après, vous avez, on ajoute à ça la partie éolienne, on ajoute à ça la production d'hydrogène, etc. On participe dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez ce qu'on appelle le oil and gas, c'est-à-dire pétrole et gaz. Et là, on est un acteur majeur sur le plan mondial. Ouais. D'accord. Et après, vous avez beaucoup d'autres produits. Alors, bon, on parle économie, l'activité économique de la ville depuis 5 ans. Ouais. Votre regard là-dessus, c'est... C'est pessimiste, si vous voulez. C'est un regard quelque part triste. Vous avez beaucoup d'entreprises petites, notamment, et moyennes, qui ont disparu. Ça se rebondit différemment. Mais ça a réchauffé, ça n'a pas la même intensité, ça n'a pas la même vigueur, c'est pas le même intérêt. Donc c'est ça ce qui se passe. Et je dis, c'est dommage. L'économie, c'est facile, et il se fait de bon sens. Lorsque je passe place de la Comédie pour venir vous voir, je vois les 3 arbres qui ont coûté 3,8 millions d'euros aux contribuables. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de bon sens. Et pourquoi ça? Est-ce que ça vraiment... Moi, j'ai des arbres dans mon jardin. Ben, ça ne coûte pas 3,8 millions l'arbre. Et ça coûte peut-être 5 000 euros, 10 000 euros, vous comprenez? Et là, on n'hésite pas de dépenser 3 millions par arbre. Quel est votre regard sur l'agence de développement économique, là, pilotée par Alex Larue Vous savez, et Imad, la présidente? Vous la connaissez peut-être, non? Non, je connais Alex Larue. Cette agence a été créée en début de mandat, je crois. Donc, je ne vois pas de réalisation, si vous voulez. Bon, j'aime bien Alex, mais accepter un poste comme ça pour ne rien faire, je dirais c'est dommage. Après, je suppose aussi qu'il y a de l'argent dépensé qui n'a pas produit grand-chose, donc c'est quand même embêtant. Alors, il y a M. Deljari aussi qui a eu des permis de construire pour construire à Grabels, au Hall des Beaux-Arts. Il y a eu le relongement de la ligne de tram pour l'école de commerce. Bon, il s'est mieux débrouillé que vous, M. Deljari. Ben moi, je coûte à rien. Avec le stade. Je coûte à rien, si vous voulez, à la ville de Montpellier. Je veux lui apporter. C'est un groupe, si vous voulez, tous les résultats de ce groupe, c'est quelque chose comme 700 millions d'euros par an. Eh bien, c'est un groupe montpelliérain. C'est une fierté locale et nationale. D'ailleurs, le groupe Altran a été classé comme un groupe stratégique sur le plan national. Indispensable pour le pays. Pour une bonne partie de nos produits, notamment la partie nucléaire. On fabrique aussi des sous-marins nucléaires, je ne sais pas si vous le savez. Donc c'est beaucoup diversifié, on a des centaines de milliers de produits. Voilà. Non, mais je reviens sur Deljari, là. Lui, il a eu quand même... il a réussi à avoir vous me parlez du stade, en gros. Hein, oui, ça. Du stade. Le stade, ben, si vous voulez, le stade, c'est une longue histoire. Ça a été une promesse de campagne de M. Sorel. La première réunion que j'ai eue avec lui, ça allait se faire. Au bout de 7 ans, c'est pas fait. Okay. On passe sur les détails. Pourquoi? J'ai jamais compris. Après, il y a eu M. Delafosse également. Il a été élu, je crois que fin juin, début juillet 2020. Il a été élu un peu grâce à vous. Oui, grâce à moi, justement. Vous savez. Grâce à moi, oui, je le sais. Mais c'est aussi,
il m'a demandé d'aller le voir. Je suis allé le voir. On a parlé du stade. Okay. C'est lui qui m'a invité, c'est lui qui a eu un seul sujet. Il y avait Assaf, le fameux Assaf que vous avez mentionné. Et il me dit, ça va se faire avant décembre 2020. Donc on est en 2025, d'accord? Donc c'est pas fait. Attendez, est-ce que quand vous êtes sorti, vous avez mis la main sur l'épaule en vous demandant si vous alliez vous relancer en politique? Mais c'est exactement ça. Donc on était assis, la réunion est terminée, il se lève et demande à Assaf de venir avec nous pour m'accompagner jusqu'à l'ascenseur. Oui. Et dans ce petit passage, il demande est-ce que vous allez faire de la politique? J'ai dit mais écoutez, vous venez d'être élu, vous poserez la question dans 7 ans. Et il l'a posé. D'accord. Et vous lui avez répondu ça? Je lui ai dit, on en parlera peut-être, donc je ne vois pas l'urgence. donc, mais je reviens quand même sur le stade. Le stade, si vous voulez, c'est un drame. On a organisé, au début, il me donnait l'impression d'être de bonne foi. Oui. Je parle de la fosse. On a eu plein de réunions avec les services techniques de la ville, de la métropole. Plein, c'est-à-dire combien? Elle est facile, si vous voulez, entre réunions, échanges techniques, mail, courrier, visioconférence, une centaine. Okay. Ah oui, carrément. Une centaine. Oui, c'est plein. Et c'est documenté. C'est documenté, on pourra vous donner le compte rendu de tout ce que je viens de vous dire. Et vous pouvez le révéler, monsieur Tuche. Vous pouvez le révéler parce que c'est vrai. On arrive à la fin de ces discussions. Il y a un peu plus d'1 an. Vous voyez, je crois que c'était au mois de mars 2024. Et il m'envoie un courrier comme quoi il est d'accord sur tout. Voilà. Donc, je lui réponds que je suis d'accord. Ce qu'il m'écrit se conforme à ce qu'on a discuté et c'est une bonne chose de la ville. En gros, si vous voulez, il s'agit d'investir. Ce n'est pas la ville qui investit, c'est Altrad qui investit. Voilà. 200 millions. Avec un contrat qui dit au bout d'un bail, qui peut être 30 ans, 40 ans, plus ou moins, c'est reste à discuter, tout ça revient à la ville. Qu'est-ce qu'il dit à ça? Il dit, Altrad veut acheter pratiquement pour rien les bijoux de la famille. Mais il n'y a rien de tout ça. C'est du mensonge. Voilà ce que c'est. Du mensonge? Oui, il ment. D'accord. Parce que, par rapport à ce que je vous dis, investir 200 millions, je m'engage contractuellement que ça revienne la propriété à la ville, et c'est jamais la propriété de M. Altrad, ou c'est la propriété du club. Et le club s'engage à restituer ça à la ville. Bien sûr, j'espère une longue vie pour ce club, et que le club prospère, et que ça continue à passionner les Montpelliérains dans le... vous parlez pas de... On reviendra sur le rugby après. Oui, oui. Selon vous, quelles seraient les décisions prioritaires pour notre ville, à prendre pour notre ville? Je pense, si vous voulez, il faut restaurer les matchs de Montpellier. Autant, par exemple, prenez le sport et le rugby. Montpellier, ville sportive, première ville sportive de France, c'est faux. C'était avant. C'était il y a 20 ans. Oui, mais il continue à dire, ouais, mais vous vous rendez compte, ça c'est les paroles des politiques que je croise brièvement pendant les matchs. On a le foot, on a le rugby. Le foot c'est mort. Oui, mais ça c'est vous qui dites ça, mais eux ils disent autre chose. On a le foot, le rugby, le hand, le basket, tout, on a tout. Ouais. Mais donc c'est que le foot est mort, comme vous dites, et je suis d'accord. Et c'est très embarrassant que le foot, une histoire de 60 ans, qui disparaisse. Alors, ce sujet-là, au sujet du foot. La famille a tout fait. Oui, je sais, ils sont battus comme des fous. Oui, mais on ne peut pas tout faire tout seul, vous comprenez, dans la vie. Ouais. Bon, il y a l'histoire du stade, on ne va pas revenir sur l'histoire du stade du foot, il n'y a que des histoires de stade à Montpellier. Mais l'histoire de stade de foot, si vous voulez, à Montpellier, la première pierre a été posée par Sorel. Je sais. Et là... En 2018. Oui, mais là, il y a une nouvelle déclaration de la fosse. Il dit, le stade de foot, il sera là dans 10 ans. Ah oui, bon. Ça, je ne sais pas si vous l'avez lu. D'ici là, vous aurez racheté le foot, non?
Mais je vous voyais venir, hein, ben, vous savez. C'est simple. Non, non, j'ai beaucoup d'amitié pour le père d'Aimé Collin, les deux garçons que j'adore, Olivier et Laurent. Non, on n'a jamais eu de discussion à ce niveau-là. Si jamais ils souhaitent, si vous voulez, que je m'intéresse un peu, je le ferai. Mais je ne ferai jamais rien qui va à l'encontre de ce qu'eux, ils veulent faire. Donc je les accompagnerai dans un sens ou dans l'autre pour que si jamais ils laissent tomber ce sport magnifique et populaire qui est nécessaire pour la vie sociale de la ville, ben je serai là, je discuterai, je donnerai mon avis sur le sujet. Je suis fan de foot. J'ai été le premier sponsor de Toulon Foot. De Toulon Foot? Oui, en 1985. Il y avait Altrad ici. D'accord. C'est votre premier maillot? Mais c'est le premier maillot, et c'est la deuxième année de l'existence du groupe Altrad. Ah oui? C'est anecdotique, oui, ben je pourrais vous le raconter si ça vous intéresse. Vous étiez en quelle division à l'époque? Première division, et il battait tout le monde. Mais il battait tout le monde. Et le sponsoring venait de naître, vous savez. Ah, d'accord. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Darmon, c'est lui, oui. Voilà. Et ben, il s'est pris de sympathie pour moi, il me dit tu viens me sponsoriser à Toulon. Ben, je lui dis j'ai pas d'argent. Il me dit combien tu as? Je lui dis j'ai 50 000 francs. Il vous a donné de l'argent pour sponsoriser? Non, il m'a offert à manger. Et c'est comme ça, je ne sais plus le montant, mais à peu près c'est ça. Je lui dis non, il faut diviser encore par deux. Pourquoi? Parce que je vais tout sponsoriser à l'extérieur et non pas à domicile. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'implantation à Toulon. D'accord. Et ça marchait, et ça a commencé, et ça a duré 3 ans. D'accord. Donc Corbis, je connais. Genola, Mendy, que vous deviez connaître et apprécier. Tout ça, je connais. Olmeta, tout ça, c'était... et après, petit à petit, ça a bifurqué. Vers le rugby? Non, mais alors beaucoup plus tard, on est d'accord. Je suis arrivé en 2011. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, le foot, donc c'est si les deux frères Nicolas vous demandent de vous y intéresser. Non, mais vous savez, parce que là, c'est un billet plus important, le foot, non? Je ne sais pas, parce que là, si on descend, je dis on, parce que je mets parmi les Montpelliérains, oui, bien sûr. On descend, c'est écrit, là. Oui, c'est écrit, je suis d'accord. Donc, mais c'est l'état d'esprit qui m'anime, si vous voulez. Moi, j'ai fait bien la cause de Montpellier. Nicolas et de Montpellier. Oui, d'accord. C'est pas style, il faudra qu'ils viennent me demander pour que j'aille. C'est pas comme ça, c'est pas mon état d'esprit. D'accord. Parce que si c'est en deuxième division, ce sera moins cher quand même. Écoutez, mais déjà, je pense, si vous voulez, c'est pas moi qui le dis, il y a un calcul qui a été fait, il est publié dans le des livres, où Laurent il dit, il y a un actif immobilier, je crois qu'à côté où j'habite, ça a de la valeur. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de trous, si vous voulez, qu'il faut gommer, des dettes, etc. Donc le club, c'est pas un évaluateur des clubs sportifs, c'est vrai. Alors, revenons à la ville. Quel est votre regard sur la gratuité aujourd'hui? Des transports? Oui. Mais apparemment, c'est un désastre, non? C'est gratuité sans que ce soit une gratuité. Donc, après, il y a le projet des différents plans de circulation. Ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans tout ça, c'est que prenez la circulation. Pour moi, la circulation, vous ne pouvez pas être dogmatique, il faut être pragmatique. Parce que le problème dans chaque quartier, en termes de circulation, ne sont pas les mêmes. Il faut discuter avec les gens. Puis cyclables, là, ils en ont mis plein à côté de chez vous. Oui, mais d'accord, mais vous avez raison. Je joue au tennis, vous savez, un joueur de tennis du dimanche matin. Et je prends beaucoup de trucs pour aller à la Jalade. Vous voyez, je fais de la publicité pour mon club de tennis, Jalade. Et puis, il n'y a personne sur les pistes cyclables, c'est un dimanche. Normalement, samedi ou dimanche, on utilise le vélo. Il n'y a rien. Et il y a beaucoup d'argent de dépenser à l'image des arbres qu'on a mentionnés tout à l'heure. Alors, il y a 5 ans, vous proposez d'emprunter 1 milliard pour relancer l'économie de la ville. Oui. Aujourd'hui, le maire a dépensé 2, 3, plusieurs milliards. Oui.
En 2026, il faudra mettre un peu plus d'argent pour lancer l'économie. Mais non, mais si vous voulez investir 1 milliard, à l'époque c'était jouable parce que la ville avait dans les caisses 600 millions. Vous emprunteriez pas, si on trouve la même somme qu'en 2020, et si après la sortie potentielle ou l'arrivée d'un nouveau candidat à la mairie, on trouve des dettes. Moins, je crois qu'un milliard ou deux, si on inclut la métropole. Donc comment vous voulez faire? Investir encore plus, 1 milliard. Et donc si vous faites ça, vous n'avez plus le contrôle de la ville, c'est le préfet qui va contrôler la ville. Alors, est-ce que vous avez pris votre décision pour 2026? Je voulais avoir votre avis, monsieur Tuche. Oui, si vous l'avez pris, moi, mon avis, il n'importe pas, moi. Si, dites pas ça, sinon vous ne serez pas journaliste. Non, franchement, si vous voulez... Il y a combien? Il y a 2 chances sur 3 à peu près? Ou 3 chances sur 4? Je croyais que vous n'aimiez pas les chiffres. Si, j'aime les chiffres, j'aime tout, j'aime les lettres et les chiffres. Et pour une fois, je ne veux pas vous faire plaisir. Donc, j'ai dit, il y a des étapes dans la vie, vous le savez très bien. Donc, on rencontre tous les gens qui souhaitent nous rencontrer. Voilà, on a rencontré Madame Perrin. On a rencontré d'autres personnes. Est-ce que vous avez rencontré vos anciens colistiers? Qui ça? Pas colistier, partenaire là, de deuxième tour, là. Mais Madame Alain Cadoulin, l'écologiste. Non, grâce à moi, ils ont eu des jobs. Comment il s'appelle l'humoriste, là, l'humoriste. Oui, Rémi. Rémi. Non, je suis en contact plus ou moins éloigné avec tout ce monde. Vous savez, j'ai tourné la page le soir même de l'annonce des résultats. J'ai félicité de la fosse et puis ça s'arrête là. Ceci dit, vous me dites, vous journaliste, que j'ai jamais siégé. Ce qui est vrai, mais j'ai toujours été représenté et j'ai toujours été au courant de ce qui se passe à la ville et à la métropole. Et d'ailleurs, on m'a versé mes indemnités qui ne sont pas négligeables sur 7 ans. J'ai versé ça à une association, homologuée par le système. Donc, et c'est dépensé. Je n'ai pas consommé un centime de mes indemnités. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Et au vu de l'importance de vos affaires, qui parle politique en votre nom à Montpellier? Le politique, pour parler d'Altrad non, qui parle politique à Montpellier. Pardon, j'arrive pas à vous suivre. Non, qui parle politique en votre nom à Montpellier. Vous êtes occupé par vos affaires, vos diverses affaires. Oui, mais j'ai le temps. Vous avez le temps personne ne parle en votre nom, c'est vous qui parlez. C'est moi, oui. Bien sûr, c'est moi. Les courriers officiels qu'il faut écrire de la fosse, c'est moi. Et bien sûr, les comptes rendus, lorsqu'il y a des commissions d'urbanisme ou que sais-je encore, il y a des comptes rendus faits par d'autres. Vous avez gardé contact avec vos 67 colistiers du premier tour? Oui, non, vous savez. De 2020? Il n'y a pas une volonté, si vous voulez, de remobiliser ou d'être avec ces gens-là. J'ai apprécié leur compagnie, je leur remercie d'ailleurs. Je les ai remerciés après le second tour, et on a même fait une réunion où on a pris un pot tous ensemble et après on s'est arrêté là. Le sénateur Jean-Pierre Grand est-il toujours votre conseiller spécial? Jean-Pierre, je ne lui ai pas parlé depuis 2020. Et voilà, c'est très simple. J'ai rien contre lui. C'est un homme respectable et il a une carrière politique qui est la sienne. Il n'a pas souhaité rentrer en contact avec moi et puis pour moi c'est pareil. Alors vous êtes parti en 2020 pour rassembler un peu tous les opposants au maire qui étaient en place. Avec recul, est-ce que vous ne regrettez pas cette stratégie? Vous savez, lorsque j'ai accepté, d'abord, si vous voulez, Madame Alenka, etc., c'était aujourd'hui c'est le LFI, quoi. À l'époque, mais j'étais pas, comme je vous l'ai dit, moi je suis ni de gauche, ni de droite, ni de centre, ni rien. Je suis celui qui se propose comme quelqu'un qui veut travailler pour l'intérêt, strictement l'intérêt de la ville et des citoyens de Montpellier, le redorer, parce qu'on a une ville qui mérite
un avis meilleur que ce qu'elle a. Non, mais ce que je dis, c'est que vous avez participé donc à l'élection de Delafosse. Maintenant, vous n'êtes pas content de Delafosse. Est-ce que vous regrettez la stratégie que vous avez mise en place? Vous savez, c'est produit quelques jours avant le second tour. Oui, avant le second tour. Ça, donc, la partie était perdue parce que lorsque vous arrivez second, vous arrivez troisième, celui qui va voter, il va se poser la question pourquoi je vote pour le troisième mais pas pour le second. Vous comprenez? Il y a ce genre de raisonnement qui s'opère dans la tête des électeurs. Donc oui, c'est une erreur. Si vous voulez, j'admets mes erreurs, j'en ai fait. Oui. Vous trouvez que vous avez fait une erreur? Mais oui ou non? Aujourd'hui, entre Delafosse et Sorel, c'est-à-dire, vous êtes plutôt quoi? Mais vous savez, je vous l'ai dit, j'ai répondu indirectement à travers d'autres questions. Delafosse a ruiné la ville. Ouais. A ruiné la ville. Donc Sorel, c'est un moindre mal. Je pense que c'est ça, oui. Si on en juge par les chiffres, après Sorel, il a fait ce qu'il a fait. Alors, on a bien remarqué qu'il est venu à votre signature chez Gibert. Oui. Et il a fait la queue. Il a fait la queue. Oui, et je lui ai fait une dédicace. Ouais. Vous avez fait quoi comme dédicace? Franchement, je ne me rappelle pas. Vous me mettez en difficulté, c'est pas ça. Excusez-moi. Est-ce que vous l'avez rencontré en D'ailleurs, c'est l'exercice où je suis le plus mauvais en écriture parce que je ne sais pas faire des dédicaces. Ah ouais. Vous l'avez rencontré en dehors après, non? Et plus jamais, non. Plus jamais. Pourtant, il ne vous a pas demandé de vous rencontrer? Plein de fois. Ah oui. Et vous ne seriez pas prêt à faire un deal avec lui? Écoutez, je ne sais pas ce qu'il a. Vous savez, si je fais un deal avec vous, c'est que vous avez quelque chose à vendre. Moi, je ne sais pas ce qu'il a à vendre. Franchement, donc on discute. Si vous voulez. Moi, je n'ai rien contre lui. C'est des histoires passées. Et puis, moi, je ne suis pas rancunier. D'accord. Alors, on vous a vu vous afficher aussi avec la ministre Miralles, là. Oui. Ça a offusqué tout le monde, c'est ça. Ah non, bon, écoutez, ça m'a pas offusqué. Est-ce que vous vous considérez comme macroniste un petit peu? Mais je vous l'ai dit, vous me titillez encore. Je vous dis, je vous assure, je suis nulle part politiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des partis politiques et la ville, il ne faut pas la gérer comme un parti politique. C'est une ville. Et ok, Macron, je le connais, je travaille avec lui, j'apprécie l'homme, tout simplement. Après, comme j'apprécie beaucoup d'autres, je ne sais pas, il y a des socialistes dissidents, j'aime bien ce qu'ils disent. Alors, on va terminer avec le rugby, 2-3 questions, parce que c'est un peu long, là. La question, donc, ah oui, alors la saison de rugby, bon, saison un peu difficile, bon, très difficile l'année dernière. Cette année, bon, ça se passe un peu mieux, mais bon, c'est quand même pas... Beaucoup mieux quand même. Beaucoup mieux. Oui, beaucoup mieux, parce que là, si vous voulez, on est... oui, ce que vous dites, je le traduis comme ça. Il y a eu de hauts et des bas, quoi, si vous voulez. Oui, voilà. Vous gagnez 5 matchs d'affilée, vous en perdez 3 d'affilée. Voilà. Donc c'est ça, le côté constant. Voilà. Ça, c'est lié à un tas de choses, si vous voulez, aux dégâts qui ont été faits l'année passée, parce que dans la tranche des joueurs, c'est quand même traumatisant. Donc, voilà. Donc cette tendance, il y a un certain moment, il y a la confiance qui se perd, il y a la parole qui devient compliquée. Il y a le comportement qui devient compliqué des uns et des autres, donc c'est pas évident. Parce que vous avez votre matière première, c'est les joueurs. C'est une matière, c'est un genre humain. Ils ont leur faiblesse. Donc il faut remonter tout ça petit à petit et basculer d'un mental de deuil, mental de victoire et de joie. C'est pas facile, ça se fait pas. Donc ça prend du temps. Donc on a décidé, si vous voulez, de couper court cette année, en début d'exercice, enfin de début de saison. Il y a tout un staff montpellierien, les coachs, tous. Il y a peut-être Ben Stanley qui fait le jeu au sol, Olivier, mais il parle français comme vous et moi. Donc on a rempli, on a changé des joueurs qui étaient en fin de contrat, on en a mis d'autres un peu plus musclés. Mais une des erreurs, et j'admets mes erreurs, que j'ai faites depuis 2011 jusqu'à là, mais je vais vous dire aussi une réussite. Non, vous avez quand même gagné. Vous avez beaucoup gagné. On a gagné 2 fois le Challenger. Ouais.
c'est quand même des Une fois le championnat. Et une fois le championnat. Donc c'est bien. Et, oui, mais c'est pas fini. Rendez-moi mes mérites. Donc, ah non, je vous rends mérite. Donc, on a été 5 ou 6 fois dans le top 6. Oui. Oui. On a été 2 fois en finale. Oui. Hein? Je sais. Oui, vice-champion de France, oui. 2 fois Coupe d'Europe. C'est quand même positif. Et comment on peut gagner le championnat et puis 2 ans après être au fond du trou? Ben c'est ça, c'est votre matière première qui est fragile. D'accord. Fragile. Vous savez, comme si vous achetez, je ne sais pas quoi, qui est fragile et vous laissez en plein soleil, et c'est pas mangeable après, quoi. L'exemple n'est peut-être pas approprié par rapport à un il y avait trop de Sud-Africains? C'était dû aux Sud-Africains? Non, mais l'année passée, il y en avait que 2. Oui, mais à la fin de la saison, il n'y en aura plus aucun. D'accord. Ouais. Donc, Kobus Reinach s'en va, Van Rosler s'en va, et Sarfontaine s'en va. D'accord. Donc, vous reconstruisez une équipe plutôt française. Oui, mais on ne part pas de zéro. C'est-à-dire on avait toute cette saison, si vous voulez, qu'on a considérée comme une saison de transition, hein, pour bâtir et monter. Et donc, on a notre centre de formation qui marche bien. Donc, le nouveau look de l'année prochaine, normalement, on joue la vraie Coupe d'Europe. D'accord. Et là, on est à un point. Un point de la vraie Coupe d'Europe. De la vraie Coupe d'Europe. Il reste 4 matchs. Oui. Mais c'est très serré. Je sais. Vous l'avez. Vous gagnez un match, vous êtes dans les 6, et là vous êtes avant barragiste. Oui. Si vous perdez. Donc c'est schizophrénique. Et on essaye de faire avec ça, et vous savez ce qui m'arrive lorsqu'on perd, je déprime le week-end. C'est vrai? Mais parce que j'arrive pas pour la perte du match, parce que c'est le sport, et personne gagne tout le temps. Pour remonter le moral, mes joueurs. Et parfois les coachs, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas utiliser les mêmes mots chaque fois, à chaque perte, parce qu'il faut inventer autre chose, et quelquefois vous êtes à court de mots pour dire les choses. Donc il vous reste le regard, la posture, le geste, etc. Bon, sinon au niveau toujours du sport, là, vous allez continuer le partenariat maillot équipe de France et équipe de Nouvelle-Zélande? Oui. On est toujours sous contrat, les All Blacks, je crois, en 2027 ou 2028. L'équipe de France, ça se poursuit. Et Montpellier, ça se poursuit. D'accord. Vous êtes content, là? Ça vous amène une belle visibilité? Oui. Ce partenariat maillot? Oui. Ben vous savez, les All Blacks, c'est très intéressant parce qu'ils ont 500 millions de followers. Des gens qui 500 millions? 500 millions dans le monde. Et l'équipe de France? Beaucoup moins. Je ne sais pas. 100 millions? 200 millions? À mon avis, si vous avez 25 millions, c'est beaucoup. Ah oui. Ouais. 500 millions sur quoi? Sur Facebook, sur Twitter? Sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux, oui. Sur tous les réseaux sociaux. Ils ont des bons community managers. Oui. Et donc, si vous voulez, ça hisse votre... Mais ce sponsoring, si vous voulez, il est paradoxal. Normalement, lorsque vous sponsorisez une équipe de rugby ou de foot, tout ce que vous voulez, votre clientèle, c'est le grand public. Mais c'est pas le cas. C'est le business. B2B. B2B. Mais j'ai fait un challenge. J'ai pris un pari pour ça. Je dis, je vais faire une publicité ou un affichage grand public. Et ça a marché. D'accord. Là, Altrad, c'est une autorité mondiale. Ok. Bon, dernière question. À quoi rêve Moed Altrad en 2025? D'avoir des rapports cordiaux avec vous, par exemple, et avec vos confrères, ce qui n'a pas été toujours le cas. Je vous remercie pour cet entretien. Mais c'est aussi continuer mon œuvre, je m'inscris dans l'histoire de Montpellier, courte ou longue. On verra ce que nous donnera l'avenir. Très bien, je vous remercie pour la qualité de cet entretien. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.